La rentrée scolaire est derrière nous et les élèves viennent de boucler leur première semaine de cours. Une semaine décisive qui marque souvent les bases de toute l'année. Alors, comment bien s'organiser, rester motivé et réussir son année? Quelles attitudes à adopter autant pour les élèves que pour les enseignants et les parents? Bienvenue dans Entretien avec. Docteur Marie-Christiane Zana, épouse Otobolo, bonjour. Bonjour Madame Dipanda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est le nôtre. Vous êtes enseignante en expression et communication à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Tout à fait. Alors c'est l'ESTIC. Tout à fait, l'ESTIC. Dans ce numéro, vous allez partager avec nous des conseils pratiques pour mener à bien son année scolaire. Nous allons essayer. Pour bien commencer l'année, l'organisation est primordiale. Comment un élève peut-il organiser efficacement son temps entre études, loisirs et repos? Créer eux-mêmes leur emploi du temps dans lequel ils vont inclure l'emploi des travaux ménagers, les temps d'études, les moments de loisirs et toute autre activité qui peut leur permettre de mener à bien et efficacement la réussite à leurs examens. Quelle méthode d'apprentissage simple et efficace recommandez-vous aux élèves? Nous pouvons leur conseiller de produire des cartes, c'est-à-dire des cartes d'études. Ils peuvent pratiquer la prise des notes. Maintenant, selon le type de mémoire, et là vont intervenir les parents. Les parents et même les enseignants devraient en principe maîtriser le type de mémoire dans lequel l'étudiant ou l'apprenant se retrouve le mieux. Alors, celui qui a une mémoire scripturale pourrait produire des cartes, reproduire les enseignements qu'il a reçus sur des petites cartes. Les cartes qui lui permettent de se retrouver dans ses leçons, dans les enseignements qu'il a reçus. Et maintenant, il y a ce qu'on appelait dans l'enseignement, ce qu'on appelle les APC, approche par compétence. L'approche par compétence est une méthode pédagogique qui met l'étudiant, l'apprenant, au centre de l'activité scolaire. Quels sont les pièges à éviter pour ne pas perdre le rythme scolaire? Il faut donc éviter comme piège les compagnies. On peut avoir les bonnes et de mauvaises compagnies selon l'éducation que l'enfant a reçue. C'est pourquoi nous parlerons toujours de la présence des parents dans le processus d'éducation et d'instruction des apprenants, de leurs enfants. Chaque apprenant, très souvent, maîtrise mieux une certaine discipline. Alors, en constituant, par exemple, des groupes d'études, ils se retrouvent en petites communautés qui permettent d'évacuer de part et d'autre certaines lacunes. C'est pourquoi je conseillerais, par exemple, de construire des petits groupes, des groupuscules d'études dans lesquels chaque apprenant va apporter son savoir-faire, son savoir-savant et même des savoir-être pour pouvoir évacuer les lacunes et apprendre auprès des autres. Ça, c'est déjà cela. Maintenant, autre piège qu'il faut éviter la télévision, le numérique. Il ne faudrait pas que les enfants soient un peu trop présents devant la télé, dans le numérique. On pourrait avoir, par exemple, des petits moments de loisirs qui sont, par exemple, le journal, pendant lequel l'apprenant va acquérir des informations quotidiennes. Mais le numérique, vraiment, c'est dans la mesure où il est obligé de consulter Internet, Google et le reste. Beaucoup d'élèves se laissent vite dépasser par la quantité de travail. Que leur conseillez-vous concrètement? On dit souvent, une expression latine, je vais la dire en français, dit que les yeux sont trompeurs. Vous savez, les yeux sont trompeurs. Ce sont les mêmes disciplines, c'est-à-dire que l'apprentissage qu'on a entamé dès la cile, c'est le même apprentissage qui évolue par palier jusqu'en classe terminale, par exemple, et qu'on retrouve à l'université. Alors, le volume de travail est le même. Dès qu'on a identifié ces lacunes, on peut déjà savoir que à telle période de l'année, par exemple, on vient d'entamer c'est la première semaine des classes qui est achevée. Cela signifie que vers le 10 octobre, on sera en train de passer la première évaluation. Et le volume, si on accumule les enseignements,
alors le volume de travail sera très important et l'étudiant aura peur d'affronter lui-même ses propres cahiers. C'est pourquoi les enseignants disent toujours aux apprenants que l'école commence le premier jour de la rentrée. La réussite scolaire ne dépend pas seulement de l'élève. Les parents et les enseignants ont aussi un rôle clé. Docteur, quel rôle les parents doivent-ils jouer pour accompagner leurs enfants dans la réussite scolaire? Les parents sont les premiers encadreurs de leurs propres enfants. Ils doivent être au centre du processus d'apprentissage de leurs enfants. Ils doivent accompagner les enseignants. Lorsqu'un enfant, par exemple, rentre le soir à la maison et que le parent s'intéresse à ses cahiers, cet enfant ne pourra pas mal travailler à l'école. Il saura qu'il ne peut pas cacher à son parent les mauvais résultats. Et sa présence est déjà une réussite psychologique pour l'enfant. Du côté des enseignants, là je m'adresse à l'enseignante. Quel type d'approche pédagogique ou d'accompagnement favorise la réussite des élèves? Alors, nous allons parler déjà, comme nous avons dit au départ, de l'approche par compétence. Elle procède par la mise au centre de l'apprenant dans le processus d'apprentissage. Donc, l'approche par compétence permet d'éveiller l'élève, de le rendre plus actif. Il n'est plus passif dans l'apprentissage. Il participe, il pose des questions, il cherche, il fait des recherches. Vous comprenez? Il y a donc cette approche par compétence qui est déjà un acquis, si on peut le dire ainsi, pour les enseignants. Il y a également d'autres petites méthodes selon les difficultés des élèves. Durant tout ce mois, les enseignants vont procéder à l'identification des difficultés et des lacunes de leurs apprenants, ce qui va permettre de mieux les accompagner dès le mois prochain. C'est pourquoi à la fin, on aura ce qu'on appelle les évaluations diagnostiques pour diagnostiquer le mal entre guillemets, les difficultés qu'ils rencontrent. Ça va donc leur permettre de mieux les accompagner, de savoir qu'il y a certains étudiants qui comprennent plus vite, d'autres moins vite, et il faudra donc jouer avec les deux options. La relation entre les trois acteurs que nous venons de citer est souvent, on va dire, conflictuelle. Comment créer une synergie entre parents, élèves et enseignants pour réussir au mieux son année scolaire? Il faut effectivement qu'il y ait une osmose entre les trois. Le mariage de ces trois individus, de ces trois acteurs, permet qu'on ait de bons résultats en fin d'année. Tout à l'heure, je disais qu'il n'est pas bon que les parents abandonnent leurs enfants aux enseignants. Il n'est pas bon, par exemple, que les élèves ne mentionnent pas les difficultés qu'ils rencontrent à l'école à leurs parents. Ils doivent eux-mêmes conjuguer, comme dans un mariage. Ils s'épousent tous les trois. Ils acceptent que le parent, par exemple, accepte que c'est l'enseignant qui est le maître avec M majuscule, le maître, celui qui encadre son élève, celui qui encadre son enfant. Et il apporte simplement des choses pour accompagner l'enfant. Et il faudrait que les élèves soient plus réceptifs, plus respectueux à l'endroit de leurs enseignants. Parce que les élèves sont de plus en plus irrespectueux, condescendants à l'endroit de leurs enseignants. C'est pourquoi, justement, vous parlez de conflit. On a donc cette impression qu'il y a un conflit entre les trois. Les parents qui ne veulent pas que les enfants soient grondés, qu'ils soient fouettés, il est vrai. On a supprimé le fouet, on a proscrit le fouet. Les enfants eux-mêmes qui ne veulent pas écouter ce que leur disent les enseignants. Alors, parfois, l'âge des élèves peut être également un obstacle lors du processus d'acquisition des connaissances. Parce qu'un enfant de 8 ans, est-ce qu'il peut vraiment au mieux comprendre la science de la classe de 6e? Je suis pas experte et je me prononcerai pas sur le sujet. Mais je pense qu'il faudrait que de plus en plus également qu'il y ait un certain regard plus porteur au niveau des âges de nos enfants. Au-delà de l'organisation, rester en bonne santé et motivé est essentiel. Docteur, comment maintenir la motivation des élèves, surtout quand l'enthousiasme du début disparaît?
Les parents. Encore les parents. Encore et toujours les parents. Les parents et les enseignants. Vous savez, lorsqu'un enfant a réussi à son BEPC, il a obtenu son CEP, et le concours d'entrée en sixième, il a un sac tout neuf, tout est neuf. Il y a justement cet enthousiasme à courir, surtout à retrouver les anciens camarades. Maintenant, il arrive, après l'évaluation diagnostique, que l'enthousiasme chute. C'est de notre rôle, à nous les enseignants et à nous les parents, de montrer à nos enfants que ce n'est rien, ce sont des choses qui peuvent arriver. On parle de diagnostic, c'est juste pour diagnostiquer ce qui ne va pas bien. Alors il ne faudrait pas que, si tu as une 9 sur 20, que tu sois effrayé, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on accompagne psychologiquement les enfants en leur montrant que l'école n'est pas un piège. L'école est un tremplin pour autre chose. On passe de la classe de sixième pour la terminale et puis à l'université, on leur montre les grandes ambitions dont a parlé le président de la République. On leur montre les grandes réalisations qu'ils vont d'ailleurs réaliser plus tard et les opportunités qui se présentent et qui se présenteront à eux. Alors, il faut donc cette motivation. C'est maintenant, lorsque la motivation meurt à gauche, il faudrait qu'elle soit vivante à droite. Alors, c'est donc à nous de motiver les enfants. Docteur, quelle place accorder au sommeil, à l'alimentation et au sport tout au long de l'année pour la réussite scolaire? Une place primordiale. Déjà, nous remercions déjà les chefs d'établissement, le gouvernement qui a instruit que le sport fasse partie d'une des disciplines écrites et même pratiques dans le processus d'apprentissage de nos élèves. Le sport participe à garder le corps sain, avec S-A-I-N, le garder sain. L'alimentation également y participe, parce qu'un élève qui mange bien, qui a fait du sport, pourra mieux dormir dans la soirée, mais pas trop dormir. C'est-à-dire, c'est pourquoi dès au départ, nous avons dit qu'il faudrait dès maintenant que les élèves produisent eux-mêmes des emplois du temps dans lesquels il y a une place accordée au sport, une place accordée à l'alimentation et une place accordée au sommeil. Il y a un mot qui revient très souvent, surtout à l'approche des évaluations et des examens officiels pour ceux qui présentent les examens. Le stress. Comment éviter le stress? Comment un élève peut-il gérer, pas éviter, comment un élève peut-il gérer le stress? On va essayer d'évacuer le stress par la pratique du sport, par une bonne alimentation et par le sommeil. Il est vrai, vous me direz que lorsqu'on est stressé, on n'arrive pas à bien dormir. Et là, nous allons encore appeler les parents. Les parents doivent montrer à leur enfant que ce n'est qu'un examen. On parle d'évaluation. Évaluation. On vous évalue sur ce que vous connaissez. Les évaluations ne tombent pas du ciel, vous comprenez? Ce sont l'ensemble des connaissances acquises tout au long de l'année. On prend donc quelques bribes d'enseignement de questions qu'on vous pose. Un peu comme vous posez des questions auxquelles je réponds, vous voyez. Donc, ce n'est pas le piège. C'est vrai, on a le stress, on a peur d'échouer, c'est vrai. Mais les parents doivent être là. Et les enseignants également. Merci, Dr Marie-Christiane Zana, pour ces précieux conseils. Merci. Merci beaucoup, Madame Dipanda. Merci pour l'occasion que vous nous avez accordée de nous adresser à nos apprenants, à nous les parents et aux enseignants. Je leur souhaite à tous une fructueuse année scolaire. Merci. Chers élèves, enseignants et parents, il vous revient de mettre dès aujourd'hui en pratique ces précieux conseils. N'oubliez pas, organisation, motivation et bien-être sont les clés pour réussir son année scolaire. N'hésitez pas à vous abonner à OTV4 pour d'autres conseils et partages. C'était Entretien avec Dr Marie-Christiane Zana, épouse au Togolo, enseignante en expression et communication à l'ESTI. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro.